faut imaginer que toutes les cellules étaient équipées d'un lit en bois que l'on appelle un bas-flanc. Et ils dormaient là-dessus avec une couverture. Au-dessus du bas-flanc, elles étaient équipées de cette barre en acier qui s'appelait la barre de justice. Et sur cette barre, il y a un petit bout de tube qui peut coulisser sur la longueur de la barre avec une courte chaîne attachée par une menotte à la cheville du prisonnier. Il faut savoir que ces tunnels ont été creusés à la main avec un outil qui n'était pas bien grand, hein, un pic. Et il faut aussi savoir que ces gens qui travaillaient à l'intérieur n'avaient pas de lunettes. Ce sont des gens qui ont travaillé sans lunettes et sans protection. Bonsoir à tous. Il existe un peu partout sur notre territoire des bâtiments, des sites, des lieux qui sont encore lourds des souffrances et des violences passées. Régulièrement dans cette émission, je vous proposerai de les découvrir ou de les redécouvrir afin de mieux comprendre notre histoire à tous. Pour commencer, je vous emmène faire une petite visite au bagne de Nouville. C'est Napoléon III qui décida en 1854 de faire de la Nouvelle-Calédonie une terre de bagne. Les premiers forçats arrivèrent en 1864. Au total, ils seront 21 630 condamnés à être envoyés chez nous, qu'ils soient simples mendiants, grands criminels ou insurgés politiques. Ces bagnards ont construit des routes, ont creusé des mines et ont contribué aussi à l'aménagement de nos villes. On leur doit même la construction du bagne. Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Pour commencer la visite du bagne, je vais vous parler de cette chapelle qui est dédiée à saint Thomas, qui était un apôtre, et qui a été construite en 1882, comme vous le voyez gravé sur ce cartouche. Alors un cartouche, c'est un terme d'architecture bien précis que nous retrouverons sur les différents bâtiments au cours de la visite. Cette chapelle Saint-Thomas, elle a une particularité aujourd'hui, endémique pourrait-on dire. Elle est divisée en deux dans le sens de la longueur. Donc ici, nous sommes dans le tiers de la chapelle et les deux autres tiers derrière cette paroi sont occupés par un organisme qui s'appelle le crépac. Alors cette pierre qui est conservée religieusement, bien sûr, est la première pierre de ce qui aurait dû devenir la grande église du bagne. Et en fait, en cours de construction, l'administration pénitentiaire a abandonné le projet. Le bâtiment est resté à l'abandon pendant presque 100 ans. C'est là que la belle façade d'origine est tombée en ruine. Et il a fallu attendre 1975 pour que ce bâtiment soit restauré et devienne aujourd'hui le théâtre de l'île. Ça, c'est du marbre. Et ça, c'est du calcaire. C'est les pierres blanches qui ont servi à construire tous les bâtiments historiques de Nouméa. Quand tu te balades dans Nouméa, cathédrale, caserne, tous les bâtiments sont construits avec du calcaire. Maintenant, après la chapelle, nous allons voir les anciens dortoirs des bagnards. Ces bâtiments, à l'époque du bagne, c'étaient les dortoirs des bagnards et contrairement à une légende qui a la vie dure, les bagnards ne dormaient pas par terre sur la paille humide des cachots, ils dormaient dans des hamacs. Et comme la majorité des bâtiments du bagne, aujourd'hui, ces bâtiments ont été restaurés et sont affectés à l'ETFPA, c'est-à-dire Établissement territorial de formation professionnelle des adultes. Devant les anciens dortoirs des bagnards, nous avons le boulevard du crime, c'était son nom exact à l'époque du bagne, parce que c'est au bout que l'on sortait la guillotine pour raccourcir les bagnards, suivant l'expression employée à l'époque par l'administration. Maintenant, nous arrivons devant les anciens ateliers du bagne. Comme vous le voyez sous la pendule, qui est bloquée depuis quelques années, cet énorme cartouche gravé « Atelier ». Et dans ces ateliers du bagne, c'était tous les bagnards qui travaillaient le fer au rez-de-chaussée, parce que c'était le plus lourd, et le bois au premier étage, et qui fabriquaient tout ce dont la paix avait besoin pour construire tous ces bâtiments sur l'île Nou et dans Nouméa. Et aujourd'hui, comme tous les anciens bâtiments du bagne, ces ateliers sont affectés à l'université.
Maintenant, nous sommes devant la boulangerie. Et comme vous le voyez au-dessus de la porte, sur cette énorme cartouche, c'est le nom du premier gouverneur de Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Charles Guillain, qui est arrivé en 1862 et donc qui a eu l'honneur et l'avantage d'accueillir les premiers bagnards en 1864. Et ce bâtiment, comme vous le voyez sous Guillain, a été construit en 1868. Dans cette boulangerie, il faut imaginer que de part et d'autre de la porte, il y a 2 fours immenses. Et dans cette boulangerie, c'était les bagnards, bien sûr, boulangers, qui fabriquaient le pain pour l'ensemble de l'administration pénitentiaire, bagnards, surveillants militaires, fonctionnaires civils et leurs familles. Les premiers condamnés arrivés en Nouvelle-Calédonie, le 9 mai 1864, à bord d'un bateau qui s'appelait l'Iphigénie, dont nous venons de fêter le 150e anniversaire. Les bateaux mouillaient au milieu de la baie et les premiers bagnards descendaient à bord de chaloupes puisque la jetée n'existait pas. Et ces premiers bagnards, eh bien, c'était des condamnés de droit commun, voleurs, bandits, assassins, etc., qui étaient condamnés aux travaux forcés. C'est pour ça qu'on les surnommait des forçats aussi. Et donc quand ils ont débarqué sur l'île Nou, eh bien, ils ont commencé à construire les premiers bâtiments. Ce bâtiment construit en 1883 était la résidence du commandant de l'administration pénitentiaire, que de l'île Nou, je précise, car le directeur de l'AP pour toute la Calédonie était logé dans un bâtiment encore plus imposant qui existe toujours boulevard Vauban et qui est aujourd'hui le collège du Sacré-Cœur. Cette petite porte en bois que vous voyez sous cette voûte, il faut imaginer que le plancher du bâtiment est au-dessus de cette voûte. Et pour les journées du patrimoine, quand cette petite porte est ouverte, eh bien cela permet de descendre sous le bâtiment. Il y a quelques marches à descendre. Il y a des magnifiques voûtes en pierre pour soutenir le bâtiment. Et entre les voûtes, il y a des bassins en briques qui récupéraient l'eau de pluie par l'intermédiaire des gouttières. Et quand un bassin était plein, il y a 2 bagnards qui rentraient dans la petite tour dont je vous parlais tout à l'heure en face de la boulangerie et qui pompaient l'eau pour l'envoyer dans la citerne. Donc en fait, cette petite tour, c'était le château d'eau de l'hôtel du commandant. Il faut imaginer qu'avant l'arrivée des bagnards, toute cette partie plate occupée par l'hôpital, c'était un gigantesque marais, c'était de la mangrove. Les bagnards ont remblayé tout ça à la brouette, comme d'habitude, et ensuite ont commencé à construire tous les bâtiments pour créer l'hôpital du bagne. Comme celui-ci, par exemple, nous retrouvons l'architecture caractéristique de l'époque du bagne, avec les grosses pierres de taille dans les angles, avec la terrasse couverte. Alors, à l'époque du bagne, ce bâtiment faisait partie de l'hôpital. C'était un bâtiment cellulaire et non pas une prison, comme le raconte la légende aussi. Dans ce bâtiment cellulaire, c'était uniquement les bagnards qui étaient fous et contagieux et qui étaient enfermés dans des cellules que nous allons visiter maintenant. À tout de suite. Bonjour. Ça, c'est le costume officiel des bagnards français. Ils étaient habillés tout en blanc. Ils avaient aussi une chaîne. C'était une punition quand ils avaient volé de la nourriture, bagarré, etc. Cette chaîne fait 1,50 m et 4 kg. Ce qui ne les empêchait pas de travailler, c'était une punition supplémentaire. Donc même avec la chaîne, ils continuaient toujours à casser des cailloux, à rouler la brouette, etc. Et pour ceux qui manipulaient la brouette, par exemple, ils avaient une ceinture en cuir autour de la taille avec un crochet qui leur permettait d'accrocher la chaîne pour avoir les 2 mains libres. De ce côté-ci, vous avez 12 cellules simples, avec une porte en bois, bien sûr, que nous verrons tout à l'heure. Et dans ces cellules simples, eh bien, c'était les bagnards qui étaient un petit peu fous, un petit peu contagieux, qui étaient soignés, bien sûr. Quand ils étaient guéris, eh bien, ils retournaient aux travaux forcés. Et quand leur état s'aggravait, parce qu'à l'époque, on ne savait pas soigner la folie et toutes ces maladies contagieuses, eh bien, ils passaient de ce côté-ci. Alors, de ce côté, il n'y a que 6 cellules, mais ce sont des cellules doubles.
Ça, c'est la porte pour rentrer. Ici, il faut imaginer qu'il y avait un panneau en bois qui était fixe, j'insiste là-dessus. Pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'était les tinettes avec un seau en bois. Et dans ces cellules doubles, eh bien, on mettait les bagnards qui devenaient de plus en plus contagieux, de plus en plus fous. Et comme à l'époque, comme je viens de le dire, on ne savait pas soigner ces maladies, eh bien, quand ils sortaient de ces cellules, ils sortaient les pieds devant. Les tinettes, c'était les toilettes. Donc il y avait un seau en bois, puisque comme ils étaient fous, contagieux, etc., ils ne sortaient même pas pour aller à l'extérieur. Donc les tinettes étaient incluses dans la cellule. Alors ici, c'est une cellule que j'ai mise au point, spécialement pour les visites scolaires, surtout pour les plus jeunes, parce que dans cette cellule, il y a 2 erreurs à trouver pour les écoliers qui ont bien écouté ce que raconte le guide dans la chapelle. Alors ces 2 erreurs, eh bien, c'est le bagnard qui dormait par terre. J'ai précisé au début de la visite que les bagnards ne dormaient pas par terre sur de la paille. Dans le cas présent, ils ne dormaient pas non plus dans des hamacs. Vous verrez plus loin sur quoi ils dormaient. Et la deuxième erreur, évidemment, c'est le boulet dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a jamais eu de boulet dans les bagnes français. Voilà les 2 erreurs à trouver dans cette cellule. Comme à l'origine, il faut imaginer que toutes les cellules, qu'elles soient simples ou doubles, avaient la même porte que celle-ci, avec cette petite trappe qui s'appelle un guichet, c'est le terme exact, ce qui existe toujours dans les prisons pour que le surveillant jette un œil dans la cellule. Et quand on ouvre cette porte, il faut imaginer que toutes les cellules, toujours qu'elles soient simples ou doubles, étaient équipées d'un lit en bois que l'on appelle un bas-flanc. Et ils dormaient là-dessus avec une couverture. Au-dessus du bas-flanc, elles étaient équipées de cette barre en acier qui traverse la cellule de part en part, qui s'appelait la barre de justice. Et sur cette barre, il y a un petit bout de tube qui peut coulisser sur la longueur de la barre, avec une courte chaîne attachée par une menotte à la cheville du prisonnier. Non seulement ils étaient enfermés dans la cellule, mais ils étaient enchaînés à l'intérieur de la cellule, et ces 2 cellules étaient réservées aux bagnards qui étaient les plus fous, les plus dangereux, agressifs, etc. Ce qui fait que quand le surveillant ouvrait la porte, le bagnard ne risquait pas de sauter autour du cou du surveillant puisqu'il était attaché à la barre. Les bagnards n'ont pas été les seuls à connaître une existence difficile à leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Tous ceux qui ont travaillé dans les mines de chrome ont également beaucoup souffert. À l'époque, de 1896 à 1912, notre pays était le 3e producteur mondial de chrome, derrière la Russie et la Turquie. Notre territoire fournissait un quart de la production mondiale. Aujourd'hui, même si les anciennes installations industrielles ont été un peu malmenées par les cyclones et les vandales, il reste encore quelques vestiges de cette période, comme la mine Chagrin. Exploitée dans les années 30, cette mine de chrome est aujourd'hui un lieu de patrimoine unique, ouvert désormais au public. Je vous propose tout de suite de rejoindre Janine Bouteille, la gardienne des lieux, qui nous emmène avec elle dans cet univers où le travail n'était pas toujours facile. Alors ici, c'est le début de l'histoire de la mine de Chagrin. C'est-à-dire, Chagrin, c'est une mine de chrome. Voilà. Alors, ce sont ces tunnels, les débuts de cette histoire. Il faut savoir que là, dans ces tunnels-là, ce sont des Tonkinois, des enfants de 12, 13, 14, 15 ans qui travaillaient à l'intérieur. Donc, vous voyez ce tunnel qui est tout droit. Au centre de ce tunnel, il y avait le filon de chrome. Il faut savoir que ces tunnels ont été creusés à la main, avec un outil qui n'était pas bien grand, hein, un pic. Et il faut aussi savoir que ces gens qui travaillaient à l'intérieur n'avaient pas de lunettes. Ce sont des gens qui ont travaillé sans lunettes et sans protection.
on va dire. Mais ça a été creusé à la main avec des pics pour décoller les filants de chrome. Ne pas oublier aussi que la lumière qui était à l'intérieur, elle était faible. Il y avait des crochets de chaque côté des tunnels, à l'arrière, en allant. Et c'était quoi qui était croché? C'était des lampes à huile de l'époque, donc faible lumière, hein, pour éclairer les tunnels et le travail. Ces gens n'avaient pas de lumière au front, n'avaient pas de lampes pour les éclairer, que des lampes à huile. Pour bien faire comprendre comment ils sont faits, ces tunnels, en suivant le filant. Alors, le filant est gros, mais après, il y a des branches qui partent dans tous les sens. C'est exactement les branches d'un arbre, au centre de la terre, au centre de cette montagne. Et c'est dangereux. Ces gens qui ont travaillé là, il y en a eu des accidents. D'où le cimetière. Vous avez un cimetière qui est uniquement tankinois. Et j'ai aussi des tombes italiennes de ces gens qui étaient là pour construire en maçonnerie, mais qui ont aussi travaillé dans les tunnels. Voilà, ça c'est l'histoire de ce travail ici. Voici un wagon. Ce wagon, normalement, dans la situation de travail, de l'emploi, il est posé sur un socle, ce socle est posé sur des rails. Et quand ils tiraient les cailloux là-haut, les filants, et ils les mettaient dans le wagon. Le wagon a une épaisseur, hein. Vous voyez, ça c'est très épais comme fer. Déjà par lui-même, sans le chrome, il doit être lourd. Ensuite, avec le chrome, je ne sais pas combien de kilos après. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces wagons, plein de chrome, étaient poussés par des petits tankinois pour emmener à la laverie. Alors ça partait des tunnels, ça passait tout le long, c'était poussé par eux, ça venait jusqu'en bas, un par un, ils retiraient les cailloux, et quand il était vide, ils le repoussaient pour remonter, à vide. Et ainsi de suite, jusqu'à dans les tunnels là-haut, à 900 mètres de distance. Alors là, voici les vestiges de la laverie de Chagrin. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'était tout fait à la main. Et dans cette contrée, il y avait 300 personnes qui bossaient. Alors, les wagons venaient par ici, poussés par quatre tankinois. On mettait dans la gouttière et qui partaient, qui faisaient un tour dans l'eau, qui était lavée, avec une grille à l'intérieur, qui branlait le caillou pour faire propre. Ensuite, arrivé au bout là-bas, il me mettait le tankinois qui était là-bas, il tirait sur la manette, le déchet descendait et le chrome était lavé, le jetait dans le gros bassin d'eau en bas. Alors nous avons un bassin avec une profondeur de 4 mètres qui recevait le chrome lavé, où étaient les tankinois qui étaient dans l'eau, qui les prenaient à la main pour mettre dans la gouttière qui remplissait le wagon. Puis ce wagon était encore poussé jusqu'à la benne en bois. C'est une benne qui est arrivée en kit depuis la métropole, posée sur 4 gros poteaux, avec 2 portes en dessous, qui étaient manipulées avec des manettes. Quand la benne était pleine, le camion reculait, c'était une tranchée, reculait en dessous, et il tirait les manettes, et les portes en bois s'ouvraient en dessous. Donc ça partait jusqu'à Tongadiou, c'est-à-dire à 10 km d'ici, ce camion. Commençait le matin à 6 h, terminait le soir à 6 h, ne faisait que 4 voyages. Bien, voici les déchets de chrome. On remarque qu'il y a le déchet du chrome par lui-même, et aussi on a une autre matière, qui est le nickel. Alors ce qui est noir, c'est chrome, et ce qui est vert, c'est le nickel. Il faut savoir qu'ici, on a une mine qui a produit
deux alliages, c'est-à-dire le nickel et le chrome collés ensemble. Quand le chrome était lavé, vous aviez le déchet qui venait par ici. Alors là, il y avait une gouttière en fer aussi qui venait par là et qui rejetait le déchet de lavage de chrome et qui allait, ça faisait un monticule jusqu'à la route, à 500-800 mètres de la laverie. Bon, et ben voilà, du côté de la mine de Chagrin, ça a été que des étrangers qui ont travaillé à l'intérieur. Les Tonkinois, qui aujourd'hui on dit vietnamiens, mais c'était majorité tonkinoise. Ensuite, nous avions aussi des Italiens qui faisaient de la construction, mais qui demandaient aussi à travailler dans les tunnels. Mais nous n'avions pas de Mélanésiens à l'intérieur. C'était des gens qui travaillaient là, c'était des gens commandés, ils avaient des contrats pour entrer dans ces tunnels. Le Mélanésien, lui, travaillait à l'extérieur des tunnels. Lui, s'il travaillait à la mine, c'est pour faire des routes, c'est pour couper le bois, c'est pour faire tout ça. Mais lui ne rentrait pas à l'intérieur. Parce que nous, aussi, dans le temps, nos vieux étaient superstitieux. Hein. Il y a des lieux dans les montagnes, c'est tabou. Et puis rentrer, travailler dans les tunnels, chez nous, ça ne se fait pas. Ça ne se faisait pas. C'est une tradition, quoi. Il y a eu des morts, c'est vrai. Et dans les tunnels, il y a eu des éboulements. On ne fait pas cas de tout ça, mais quand on rentre dans l'histoire, dans ce patrimoine, ça touche. Parce que petit à petit, on apprend les histoires à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'ai posé beaucoup de questions à cette communauté vietnamienne. Au début, ils ne parlaient pas beaucoup. À force de se connaître, de discuter, j'ai eu des histoires qu'ils m'ont racontées. C'était pas facile pour eux. Par exemple, l'histoire de ces faux jumeaux, un garçon et une fille qui avaient 13 ans. Le garçon poussait le wagon de chrome avec ses petits collègues et le wagon a chaviré. Alors, et comme fait exprès, il est tombé sur lui. Il a une jambe cassée et puis à la suite de cet accident, il a attrapé la gangrène. Vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas la médecine comme aujourd'hui, on ne s'occupait pas trop des gens comme ça. Cet enfant a eu cette gangrène et il en est mort. Et la sœur, apparemment, d'après ce que je sais, a décidé d'aller travailler dans les tunnels. Il y a 2 tombes identiques dans le cimetière de Chagrin. Elle est morte avec un éboulement. C'est l'histoire de ces jumeaux. C'est ce qui m'a touché, ils avaient 13 ans. Ça fait 30 ans que je suis ici. Ça fait 30 ans que je fais ressortir le patrimoine de la mine de Chagrin. Un patrimoine qui était oublié peut-être parce que les années ont passé. Et je suis restée là parce que c'est un ancêtre de ma maman qui a trouvé aussi cette mine, en fait cette concession. Et puis je me trouve bien dans Chagrin. Je suis dans la nature, j'aime. Voilà pourquoi je suis là. Je suis un petit peu peut-être la gardienne aussi des valeurs de cet endroit. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Prochainement, je vous proposerai de découvrir d'autres lieux de mémoire comme ceux-ci. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des Traces du passé. Bonsoir à tous.